Le théorème du viriel est au mouvement aléatoire ce que les lois de Kepler sont au mouvement plan. Il permet de relier l'énergie cinétique à l'énergie potentielle de systèmes dits autogravitants, donc soumis à l'influence de leur propre champ de gravité et isolés de tout champ de gravité extérieur. C'est le cas par exemple des amas globulaires ou des amas stellaires en général, comme Oméga Centauri, visible ici, et dont la masse de 1,5 million de fois la masse du Soleil peut être mesurée grâce à l'application du théorème du viriel. Nous allons démontrer le théorème du viriel, donc qui nous dit que la moyenne dans le temps de 2 fois l'énergie cinétique est égale à la moyenne dans le temps de l'énergie potentielle. Et pour cela, nous allons considérer une quantité, S, qui est égale à la somme sur toutes les particules, K, des quantités de mouvement multipliées vectoriellement par les rayons vecteurs. Donc on a ici en fait les projections de tous les vecteurs quantités de mouvement sur tous les rayons vecteurs de toutes les particules. Maintenant, comme les rayons vecteurs se distribuent de façon aléatoire, et les vitesses aussi se distribuent de façon aléatoire autour du centre de gravité commun à toutes les particules, eh bien la variation dans le temps de S oscille autour d'une moyenne nulle. Et donc, a fortiori, la dérivée de cette quantité va aussi osciller autour d'une moyenne nulle. Donc, ds sur dt, moyennée dans le temps, doit être nulle. Alors, calculons cette dérivée. Nous avons donc la somme de deux moyennes. Évidemment, l'une d'entre elles va être la moyenne de l'énergie potentielle, l'autre va être moins 2 fois la moyenne de l'énergie cinétique. C'est ce que nous allons montrer par la suite. Réécrivons l'équation que nous avons vue au-dessus. Alors ici, nous avons juste séparé les deux termes de l'équation vue au-dessus. Et on reconnaît immédiatement ici le vecteur vitesse. Et P peut s'exprimer évidemment en fonction de la vitesse. Donc réécrivons P, donc M VK fois VK. Évidemment, VK est collinéaire avec VK, et on reconnaît ici immédiatement moins 2 fois la moyenne de l'énergie cinétique des particules. Resterait à montrer que l'autre côté de l'équation est égal à la moyenne dans le temps de l'énergie potentielle. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors réécrivons ce côté de l'équation où on reconnaît ici la force. Ça va être la force de gravitation, puisqu'on a une force centrale, la force de gravitation. Voilà, donc si nous arrivons à montrer que ce terme-ci est égal à moins l'énergie potentielle, nous aurons démontré le théorème du viriel. Nous avons réécrit le terme écrit au-dessus. Et maintenant, nous savons que nous avons une force de gravité, donc une force qui va dériver d'un potentiel. Donc nous allons pouvoir aussi choisir ce potentiel. Donc le potentiel, on va l'appeler phi de R, et il va être proportionnel au rayon à une certaine puissance. Et pour la gravité, N sera égal à moins 2, donc on a un potentiel en moins 1 sur R. Alors réécrivons la force dans ces conditions-là. Alors quand on fait ça, évidemment ce qu'on a écrit ici, c'est ici la dérivée du potentiel par rapport au rayon, le potentiel étant ce que nous avons choisi ici. Donc on peut maintenant réécrire la somme sur K des FK RK. Donc on a maintenant une puissance n plus 1, puisqu'on a multiplié par un rayon. Et on peut identifier tout de suite le potentiel, puisqu'on a le terme alpha ici qui est dans le potentiel, et puis on a le Rn puissance plus 1
qui est ici. Donc on peut réécrire le terme en fonction du potentiel. Et donc ici, on reconnaît immédiatement l'énergie potentielle. Alors, pour faciliter le calcul, nous avions enlevé les crochets qui représentent la moyenne sur le temps. Et on a vu qu'on n'a fait aucune manipulation qui fait que la moyenne disparaît. Donc on les remet ici à la fin du calcul. Et nous avons donc démontré le théorème du viriel. Alors ce théorème du viriel va être extrêmement utile en astrophysique, puisqu'on va avoir d'un côté, par exemple, la masse des objets à travers leur énergie potentielle, et de l'autre côté, on va pouvoir exprimer l'énergie cinétique en général de deux façons. Une première façon en fonction de la température de l'objet. Par exemple, si on a un nuage de gaz à une certaine température, on a 1/2 de nkt, où k est la constante de Boltzmann et t est la température, par degré de liberté. Donc k va être égal à 1/2 de k fois t par degré de liberté. Donc si on a 3 dimensions et n particules, k va s'exprimer comme 3/2 de n kt, où k est la constante de Boltzmann et t est la température. Donc si on a un nuage de gaz à une certaine température t, avec n particules, on va pouvoir exprimer son énergie cinétique de cette façon. On peut aussi l'exprimer évidemment de façon plus habituelle, comme étant la somme de toutes les énergies cinétiques de toutes les particules. Donc 1/2 de m k vk au carré. Donc là, on pourrait, par exemple, si on a un nuage de particules dont on connaît toutes les vitesses ou dont on connaît la distribution des vitesses, on va pouvoir exprimer son énergie cinétique de cette façon-là. Nous venons de voir comment exprimer l'énergie cinétique. Maintenant, attachons-nous à exprimer l'énergie potentielle. Alors pour cela, on va simplifier beaucoup l'astre auquel on s'intéresse. On va dire que c'est une sphère. On va dire que l'astre sphérique a une certaine densité ρ, qui ne dépend pas du rayon. Autrement dit, on va dire que ρ est constante. Et puis on va empiler des coquilles sphériques de densité ρ depuis l'infini jusqu'à un certain rayon r pour former un astre qui, à la fin, aura une masse totale, grand M, et un rayon grand R, qui sera le rayon final de l'astre, une fois qu'on aura empilé toutes les coquilles sphériques. Alors la variation d'énergie potentielle qui est liée à l'empilage des coquilles sphériques est égale au travail de la force de gravitation pour amener une coquille sphérique depuis l'infini jusqu'à un certain rayon R. Donc on va calculer ce travail pour amener cette coquille d'ici jusqu'ici, et après nous ferons la somme de tous les travaux de la force de gravitation pour amener toutes les coquilles sphériques depuis l'infini jusqu'à un certain rayon R. Alors regardons déjà comment intégrer la force de gravité depuis l'infini jusqu'à un certain rayon R. La force de gravitation, c'est évidemment la force de gravitation entre la masse m de R et la coquille sphérique de masse dm, qui est située à une distance s de la sphère de rayon petit r, et on intègre ça le long de la variable muette s. Alors le résultat de l'intégrale est complètement évident. Donc ceci, pris entre l'infini et r, nous donne une variation d'énergie potentielle. Voilà, donc nous avons calculé la variation d'énergie potentielle quand on fait travailler la force de gravité pour aller de l'infini jusqu'à un certain rayon petit r. Pour avoir l'énergie potentielle totale, eh bien, il faut faire la somme de toutes les énergies potentielles élémentaires que nous avons calculées avant, de 0 jusqu'au rayon grand R final de l'étoile. Disons de l'astre dont on est en train de calculer l'énergie potentielle. Alors ça, c'est la variation d'énergie potentielle que nous avions calculée tout à l'heure. On va la réécrire. Et ce terme dm, on va pouvoir l'expliciter un petit peu plus, en supposant, comme on a dit tout à l'heure, que la densité de masse d'un coquille sphérique et dans la sphère ici est constante. Donc on a G, M de R,
sur R, et le dm, ça va devenir la surface de la sphère, fois sa densité, et évidemment fois son épaisseur. Et maintenant, on a une intégrale qui ne dépend plus que de R, et qu'on va pouvoir calculer. Alors, il va falloir encore faire une petite approximation, pas une approximation, mais disons la conséquence d'avoir pris une densité constante pour l'astre qu'on est en train de considérer. Donc on va dire, évidemment, que la masse totale, ça va être 4 tiers de pi r cube fois ρ. Et de la même façon, le m de r qui est ici, on va pouvoir l'exprimer comme 4 tiers de pi r cube fois ρ. Donc ici, c'est petit r, puisqu'on s'intéresse à la petite sphère. Et r, c'est le rayon final de l'étoile ou de l'astre qu'on est en train de considérer. Donc maintenant, si on termine le calcul comme ceci, on va obtenir que l'énergie potentielle d'une sphère va être égale à moins 3 cinquièmes de G grand M carré, où grand M est la masse totale de l'astre, sur grand R, qui est son rayon final. Tout comme les lois de Kepler, le théorème du viriel reviendra à plusieurs reprises dans ce cours. Il est essentiel pour relier les masses des objets qu'on considère à des vitesses ou à des distributions de vitesse. C'est le cas des amas stellaires, dans lesquels les vitesses des étoiles peuvent être mesurées, comme ici pour l'amas Oméga Centauri. Mais c'est aussi le cas pour les étoiles dans les galaxies, ou encore les galaxies dans les amas de galaxies, comme vous voyez ici. Donc tous ces objets astronomiques peuvent être pesés, leur masse peut être déterminée à travers la mesure de vitesse ou de distribution de vitesse en utilisant le théorème du viriel.